15 ans de guerre ont transformé le Liban en un patchwork de milices. L'accord de Taïf impose une promesse solennelle, celle de dissoudre tous les groupes armés une fois les réformes politiques adoptées. Mais dans un pays divisé, occupé et sous influence, cette dissolution sera tout sauf simple, uniforme ou équitable. Et le Liban en paye encore le prix 35 ans plus tard. Le 28 mars 1991, le Conseil des ministres libanais adopte une décision officielle. Toutes les milices doivent être dissoutes dans un délai de 6 mois. C'est l'une des principales mesures de l'accord de Taïf, censé marquer le retour de la souveraineté. L'accord stipule la proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l'État libanais dans un délai de 6 mois, délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'entente nationale, l'élection d'un président de la République, la formation d'un gouvernement d'entente nationale et l'adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle. Mais sur le terrain, le Liban est complètement morcelé. On compte au moins une douzaine d'organisations armées. Les forces libanaises de Jaj, celles de Hbeya, les Marad, le Hezbollah, Amal, le PSP, le Baas, le PSNS, l'Organisation populaire nassérienne. Sans compter les différentes organisations palestiniennes, qui elles-mêmes ont des allégeances divergentes. Entre-temps, le Liban est sous double occupation israélo-syrienne. L'État est complètement inféodé à Damas, qui impose ses règles depuis au moins son offensive sur Baabda, le 13 octobre 1990. Ce jour-là, alors que le carnage ne s'est même pas encore achevé, les appels à la dissolution de toutes les milices fusent. Le Premier ministre Salim El-Hosn l'affirme, le compte à rebours pour la dissolution des milices a débuté depuis la promulgation des réformes constitutionnelles le 21 septembre. Les milices ont donc jusqu'au 21 mars 1991 en théorie. Les milices tergiversent et tentent de retarder l'échéance. Sous la pression politique, les milices acceptent tout de même d'évacuer leurs armes et leur permanence du Grand Beyrouth avant le 1er décembre, tout en essayant de négocier avec Baabda ou avec Damas. Chacun joue sa survie politique, surtout les adversaires du régime syrien. Les forces libanaises, affaiblies par la guerre fratricide lancée par Michel Aoun, n'ont plus les moyens de résister et tentent d'obtenir certains gages politiques et réclament une intégration de leurs combattants à l'armée. Pendant ce temps, les autres s'alignent avec Damas pour préserver leur influence. Des commissions et des sous-commissions ministérielles sont créées, des milliers de miliciens sont recensés. Mais les critères d'intégration changent sans cesse. L'armée refuse d'absorber massivement les ex-combattants alors qu'ils sont en plein chantier de nettoyage de la troupe des fidèles de Aoun. Le Parlement également bloque, voulant que la conscription soit ouverte à tous, pour des raisons clientélistes, évidemment. Résultat, seuls un peu plus de 1800 miliciens, dont 210 chrétiens, sur les 20 000 absorptions annoncées se présentent. Les listes sont manipulées, les quotas communautaires instrumentalisés, et les ex-milices pro-Assad auront la plus grande part du gâteau. Les grandes et les petites milices ont remis leurs armes. Toutes, non. Car une milice armée par l'Iran résiste encore et toujours à son désarmement. Sa justification, résister à l'occupation israélienne. Mais derrière cette exception se cache un accord syro-iranien. Avant même que les armes ne se taisent à l'automne 90, Damas et Téhéran, alliés tactiques durant la guerre Iran-Irak de 80, s'entendent sur le Liban. Après l'invasion du Koweït en août 90 par l'Irak, Saddam Hussein avait tenté une ouverture sur Téhéran. Les propositions irakiennes furent prises sérieusement par la République islamique, avant que Damas n'intervienne pour y mettre fin. L'alliance se concrétise. Dès novembre 90, les ministres libanais Albert Mansour et Mohsen Daloul, qui avaient leurs entrées à Damas, rassurent le Hezbollah. Vos armes sont intouchables. Au printemps 91, malgré l'insistance du président Hraoui, qui martèle que toutes les milices doivent être dissoutes, le Hezbollah, soutenu, refuse et est intransigeant. La résistance ne se termine qu'avec la libération. À la veille du premier déploiement de l'armée au Mont-Liban, le 29 avril 1991, le président iranien est en visite officielle à Damas et il obtient le feu vert syrien sur la présence du Hezbollah dans la Bekaa et au Liban Sud. L'alliance irano-syrienne sur le Liban
se confirme. Mais le vieux lion de Damas a plus d'un tour dans son sac. Hafez al-Assad n'a aucun intérêt à avoir un ou plusieurs groupes armés qu'il ne contrôle pas et qu'il ne peut pas dissuader militairement, puisque les lignes rouges israéliennes l'empêchent de s'approcher du sud. C'est pour cela qu'il permet à l'armée libanaise de se déployer en juillet 1991 à Saïda, sa banlieue, et à Tyr, et y récolter les armes palestiniennes. Toutes? Non. Assad va faire pression pour permettre à certains groupes palestiniens, ceux qui dépendent de lui et qui sont contre Yasser Arafat, de garder leurs armements au sein des camps, notamment à Ain el-Helwe et à Mi-Oumiyeh. La dissolution des milices au Liban n'a donc été ni complète ni équitable. Elle a surtout permis au pouvoir pro-syrien de recomposer la scène politique à son avantage. 35 ans plus tard, le régime syrien a quitté le Liban, a massacré son peuple et a été renversé. Mais au Liban, le Hezbollah et les combattants palestiniens conservent leurs armes et tirent une balle dans la souveraineté du Liban tant recherchée.